Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire sur le thème des flux shopping. Merci à tous d'être... Excusez-moi pour le petit souci technique. Je vais reprendre. Donc, On perd Margot. Je vais me permettre juste de prendre le relais et introduire l'agenda de ce webinaire. On a 3 grandes parties. La première sur les best practices des flux produits que pourra animer Margot dès qu'elle revient. La deuxième que j'animerai sur l'intelligence artificielle et les flux produits. Et enfin, comment challenger et mesurer la performance de son flux. On gardera un petit peu de temps à la fin pour répondre à toutes vos questions, mais n'hésitez pas au fil de l'eau à poser vos questions au sein du chat, que ce soit Margot ou moi, on prendra le temps d'y répondre à chacune. Margot, dès qu'elle pourra revenir, je la laisserai se présenter, mais rapidement. Donc aujourd'hui, moi, je suis manageuse média acquisition. Margot également, on accompagne nos clients sur pas mal de sujets médias, de mesure de la performance, et notamment sur des sujets search et flux dont on va se parler aujourd'hui. Rapide laïus sur Converteo. Aujourd'hui, on a un cabinet de conseil spécialisé dans la data et le marketing avec plusieurs métiers qui font partie du cabinet, que ce soit médias, data, analytics. Et je reviendrai dessus. On a une belle équipe qui a su se spécialiser sur tous les sujets IA. Est-ce que tu veux prendre le relais, Margot? Je vois que tu es revenue. oui, excusez-moi pour le petit souci technique. Effectivement, je vais prendre le relais. Pour continuer à présenter un peu Converteo, donc Converteo, on est plus de 450 consultants aujourd'hui, comme le disait Alix, donc spécialisés dans la data. On travaille sur de très nombreux projets, mais je vais aussi faire le zoom plutôt sur l'équipe média aujourd'hui, puisque c'est le média qui nous intéresse. Dans la practice média chez Converteo, on a environ une soixantaine de consultants. On travaille sur de très nombreux sujets, sur tous les leviers d'acquisition, sur de l'achat média, sur la gestion de projets de maturité, de l'audit, etc. Et nous avons aussi une très grosse équipe chez Converteo spécialisée sur l'IA. On a plus de 30 consultants aujourd'hui qui sont dédiés à tout ce côté IA avec qui on travaille énormément. Et voilà, on va beaucoup se parler d'IA aujourd'hui. Donc, c'est pour rappel que les sujets IA sont très bien gérés chez Converteo. Petit préambule de ce webinaire. Pour info, on va se concentrer ici sur les flux shopping dédiés à Google parce que Google représente chez la majorité des annonceurs le plus gros des dépenses. On a aussi 76% donc des dépenses SEA qui sont faites sur des formats shopping, que ce soit du PMax ou des campagnes shopping classiques pour des e-commerçants. Et en général, les campagnes shopping représentent 27% du chiffre d'affaires global d'un e-commerçant. Donc, toutes les optimisations de flux qu'on va vous présenter aujourd'hui sont majoritairement dédiées à Google, mais toute amélioration du flux pourra servir aussi sur tous les autres leviers, puisque plus le flux est bon et meilleures seront les performances des campagnes, peu importe le levier concerné. Les objectifs de ce webinaire, on va commencer par d'abord rappeler les best practices dans la gestion des flux produits sur les basiques à respecter. On passera un petit moment sur l'impact de l'IA sur la transformation des flux produits et comment utiliser l'IA pour augmenter son flux produit. Et on finira donc par démontrer l'efficacité business de nos recommandations avec des solutions de mesure et de tests avancés pour vérifier que toutes les optimisations qu'on va vous proposer ont un impact positif sur vos performances. Donc, cette première partie, un petit rappel d'abord sur les best practices des flux produits. Et effectivement, la qualité de la donnée qui va être essentielle ici pour l'optimisation des flux.
On a de très, très nombreux attributs dans le flux. Voilà, je ne vous apprends rien ici, mais voilà, le flux produit, c'est un fichier contenant des informations très détaillées sur les produits utilisés pour alimenter et afficher des annonces sur Google Shopping. On a beaucoup d'attributs. Là, j'en ai cité que quelques-uns, mais il y en a beaucoup d'autres. Des attributs obligatoires, des attributs facultatifs. Plus les attributs sont bien renseignés, plus il y a de nombreux attributs renseignés, y compris les attributs facultatifs, plus les campagnes pourront avoir des bonnes performances et plus aussi les algorithmes auront des informations pour s'afficher au bon moment et sur les bonnes requêtes. Les 4 attributs essentiels, comme d'habitude, donc c'est le titre, la description, l'image et le prix. Je ne vais pas revenir sur l'image puisqu'on en parlera plutôt quand on parlera d'IA. Par contre, je vais passer un petit peu de temps pour rappeler les best practices sur les titres parce que c'est vraiment l'attribut essentiel. C'est un des premiers éléments que l'utilisateur va voir dans les résultats de recherche qui va vraiment l'inciter à cliquer ou non sur vos produits. Pourquoi le titre est important et pourquoi il est encore trop sous-exploité par de nombreux annonceurs. Premier point, il y a 74% des titres shopping qui ne dépassent pas 70 caractères sur les 150 qui sont disponibles dans Merchant Center. Donc, pour rappel, il n'y a qu'environ 70 caractères qui vont vraiment s'afficher dans les résultats de recherche, mais le titre peut aller jusqu'à 150 caractères. Et les caractères entre 70 et 150 vont permettre à donner encore plus de vie à l'algorithme pour savoir sur quelle requête s'afficher. Donc, c'est très important de remplir l'intégralité des caractères qui sont disponibles. On a aussi 67% des titres shopping qui ne contiennent pas de mots-clés issus des search terms dans Google Ads. Donc, c'est là où on peut un peu orienter l'algorithme pour s'afficher sur les search terms qui nous intéressent le plus en utilisant donc les caractères entre 70 et 150 pour afficher des search terms intéressants. Et enfin, 48% des titres shopping sont identiques à la page produit SEO et ne sont pas retravaillés pour le shopping. Effectivement, on ne s'attend pas à avoir les mêmes informations entre une publicité sur les moteurs de recherche que la page shopping, la page SEO, la page produit. C'est là où c'est important de vraiment adapter les titres des produits vraiment pour Google Shopping. Donc, maintenant qu'on s'est dit ça, on a énormément de choses qu'on va pouvoir mettre dans un titre shopping, énormément d'attributs qu'on va pouvoir utiliser. Donc, il y a évidemment la marque, le nom du produit, le product type, la catégorie, mais on a aussi toutes les variantes, notamment sur les produits, les vêtements, les chaussures, etc., soit la couleur, la taille, le modèle ou la matière. Mais on a aussi plein d'autres attributs un peu plus contextuels sur la disponibilité, la condition, des spécificités un peu techniques et des attributs saisonniers. Et voilà, la question, c'est de savoir quels attributs on va mettre en premier, quels attributs on va indiquer ou non dans le titre. Pour cela, il y a de nombreuses itérations qu'on va pouvoir faire pour savoir quels éléments mettre en avant dans les titres. Premier point, c'est d'aller regarder un peu les termes de recherche que tapent les internautes pour trouver vos produits. Est-ce que quand ils cherchent une paire de chaussures, est-ce que c'est plutôt la marque qui les intéresse? Est-ce que c'est la taille? Est-ce que c'est la couleur? Est-ce que c'est la matière? Pour un téléphone, est-ce que c'est le nombre de gigas de la mémoire? Est-ce que c'est des caractéristiques de l'appareil photo, etc. Allez regarder les termes de recherche, même sur vos campagnes search. Ça peut vous indiquer ça peut vous donner des indications essentielles pour savoir qu'est-ce qui va être important pour vos consommateurs. Deuxième point, c'est d'aller voir ce que font vos concurrents. Quels sont un peu les standards du marché sur les produits que vous vendez. Est-ce que les concurrents ils mettent plutôt en avant la marque en premier ou la couleur ou la taille, etc. Ça peut aussi vous donner des indications sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais ça peut aussi vous aider pour vous différencier par rapport à vos concurrents, notamment quand vous vendez les mêmes types de produits. Et enfin, des tests et itérations. Et effectivement, on ne peut pas avoir toujours tout bon dès le début. Il faut tester et retester. Et donc, on a toute une partie dédiée à ça que Alix présentera tout à l'heure. Mais voilà, il y a plein de possibilités possibles pour améliorer son titre. Et donc, la meilleure solution, c'est toujours de tester pour vérifier ce qui fonctionne le mieux pour vous et pour vos clients.
Donc ici, un exemple où il y a énormément d'attributs qui sont renseignés. On peut se dire ici que l'internaute, enfin dans les résultats de recherche, tous les attributs ne vont pas forcément s'afficher, puisque comme je disais, il y a en général que les 70 premiers caractères qui vont s'afficher. Donc, c'est vraiment les tout premiers attributs qui vont être importants pour les internautes. Par contre, tout le reste va être hyper intéressant, notamment pour les internautes qui vont chercher spécifiquement une capacité, une vitesse d'essorage ou une classe énergétique sur le produit. Parce que comme c'est indiqué dans le titre, l'algo va savoir que c'est ce produit-là qu'il faut afficher. Donc ça, c'est vraiment un exemple de titre qui est très optimisé, qui a été vraiment réfléchi pour savoir quels étaient les attributs à indiquer en premier dans les titres. Donc, comme je disais, l'ordre des attributs est vraiment essentiel dans la prise de décision des utilisateurs. Le premier point, c'est qu'effectivement, on va lire de gauche à droite et que seuls les 70 premiers caractères sont affichés. Et d'un point de vue un peu sociologique, c'est vraiment les premiers mots qu'on va retenir. On lit tous un peu en diagonale les résultats de recherche. On ne lit pas tous les détails qui sont affichés. Donc, c'est vraiment cet effet de primauté et la rapidité de lecture, donc les tout premiers éléments qui vont être absolument essentiels dans les titres et qui vont inciter au clic. Ensuite, il faut aussi prendre en compte le fait que chaque catégorie de produits peut avoir des ordres d'attributs dans le titre qui sont différents. Il faut vraiment s'adapter aux produits, à l'industrie et à l'intention de recherche. Là, on a deux exemples qui sont très différents. Sur le premier exemple, c'est donc des chaussures. Ici, ça va être la marque qui va être absolument essentielle quand on cherche des chaussures de luxe. C'est vraiment une marque en particulier qu'on va chercher. Donc là, c'est la marque qui est indiquée en premier. Et ce, vous voyez, pour tous les résultats. À l'inverse, pour un casque de vélo, là, c'est le nom du produit qui va apparaître en premier parce que c'est ça qui va être important. On a peut-être moins en tête des marques de casques de vélo quand on cherche un casque de vélo. Et donc, ça va être le nom du produit qui va être le plus important. Et vous voyez, chacun des résultats est un peu différent avec des caractéristiques différentes. Des modèles, si c'est homme ou femme, de la couleur ou des caractéristiques un peu techniques. Donc là, sur la partie casque de vélo, il n'y a pas forcément de standard de marché, donc à vous de faire des tests aussi pour savoir ce qui marche le mieux. Ce qu'on conseille aussi, c'est d'avoir vraiment un ordre de titres qui est différent en fonction de vos catégories de produits. Par exemple, si vous vendez des chaussures, des sacs, des vêtements pour hommes, des vêtements pour femmes, des pantalons, des tops, chacune de ces catégories de produits peut avoir des ordres de titres différents parce que ce n'est pas forcément les mêmes éléments qui vont être les plus importants pour l'internaute. Pour la chaussure, ça peut être la couleur. Pour les vêtements, ça peut être la coupe, la forme ou la matière, par exemple. Donc ici, on va prendre un exemple. Je vais vous demander, si vous le voulez bien, de répondre dans le chat. À votre avis, quel est le titre qui est le plus optimisé pour ce produit? Donc ici, on a une robe de la marque Hermès où on a eu 3 titres différents. À votre avis, quel est le titre qui fonctionne le mieux pour ce produit? Donc, je vous laisse répondre dans le chat entre 1, 2 ou 3. Qu'est-ce que vous pensez qui est le meilleur titre? Effectivement, on a la majorité des réponses qui sont le 3. Et on est assez d'accord là-dessus. Sur ce type de produit, c'est vraiment la marque qui est hyper intéressante et qui va être vraiment impactante, notamment sur des produits un peu luxe. C'est vraiment la marque qui va être importante. Et donc, c'est la marque qu'on conseille de mettre en premier, puis le type de produit, et enfin les autres attributs comme la couleur ou le nom du produit. Je reviens donc sur la pluralité des attributs. Il y en a énormément et c'est de plus en plus complexe d'arriver à optimiser chacun de ces produits, chacun de ces attributs. Et donc, certains attributs sont souvent délaissés parce qu'il y en a tellement. Il y en a des nouveaux qui sortent aussi régulièrement, qui apparaissent en fonction des régulations, qui peuvent être différenciés en fonction des pays. Ça ne va pas être les mêmes règles si on est en Union européenne ou si on est hors Union européenne d'un point de vue de régulation. Par exemple, maintenant, la classe énergétique va devenir absolument obligatoire en Union européenne, ce genre de choses. On a aussi des nouveaux attributs qui apparaissent régulièrement. On a le Product Highlight, par exemple,
qui est apparu assez récemment sur les flux. Et donc, il faut prendre en compte que maintenant, grâce à l'IA, la majorité de ces attributs peuvent être retravaillés un peu automatiquement avec ces informations. Si on prend par exemple le Product Highlights, donc c'est une série de bullet points à indiquer dans le flux qui vont un peu présenter les caractéristiques principales du produit. Ça, c'est forcément des informations qui sont déjà disponibles, par exemple, dans la description, dans le titre ou même sur la page de destination, sur la page produit. L'IA va vous permettre de créer des templates de Product Highlights relativement facilement. Et on verra donc avec Alix tout à l'heure comment remplir ces attributs. Idem pour le Product Detail, par exemple, qui peuvent être complétés relativement facilement grâce à l'IA. Un autre élément essentiel, et c'est notamment le cas pour les gros flux produits où on a énormément de produits et on a de nombreux attributs, ça va être vraiment essentiel de suivre la qualité de son flux. On a tous maintenant accès à Merchant Center Next. Il y a plein d'éléments qui sont un peu plus compliqués à retrouver, notamment l'état de santé du flux, le nombre de produits refusés qu'on peut voir en temps réel et l'évolution de ce nombre de produits refusés, c'est plus accessible de manière aussi évidente qu'avant dans Merchant Center. Ce qu'on conseille donc, c'est d'avoir un dashboard dédié pour suivre, monitorer et améliorer la qualité de son flux. Donc, ça va vraiment donner une overview en temps réel sur tous les produits, le nombre de produits disponibles, tous les produits out of stock, le nombre de produits refusés, etc. Ça va vous permettre aussi potentiellement de faire des analyses par dimension, regarder un peu les différents titres, les différentes images, les différents attributs. Est-ce qu'il y en a qui sont plus cliqués que d'autres? Est-ce qu'il y en a qui sont suffisamment complétés? Est-ce qu'il y en a des titres trop courts, des descriptions trop longues, etc. Ça va vous permettre aussi potentiellement d'avoir des analyses personnalisées et de suivre en détail les performances de vos produits. Si vous donc arrivez à connecter toutes les sources de données, donc Merchant Center, Google Ads, mais aussi potentiellement vos données de back-office ou vos données de site-centric comme GA4, de faire un suivi de performance des produits, de suivre les performances de vos campagnes, mais aussi de suivre les performances des produits en SEO, en naturel, et tout ça dans un même dashboard. Donc voilà pour cette première partie sur les flux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire dans le chat et je vais donc laisser la parole à Alix qui va nous parler d'intelligence artificielle. Merci Margot. Donc sur cette deuxième partie, on va s'attarder surtout sur deux grands challenges qu'a pu déjà amorcer Margot, qui est surtout comment on arrive à améliorer la qualité de ces données et quel rôle va avoir à jouer l'IA dans le nettoyage, l'enrichissement, la normalisation de tous ces éléments qu'on a vus très très riches que compose le flux. Et j'aimerais également faire un focus sur la partie image, qui est assez importante dans l'affichage et où l'IA, là aussi, a un vrai rôle à jouer pour nous aider à améliorer la qualité de nos visuels. Et je ferai un focus notamment sur la fonctionnalité qui s'appelle Imagen, qui fait partie de la suite Google. Si on doit résumer en quelques mots les grands challenges dont fait face les équipes opérationnelles chez vous ou même en agence lorsqu'elles doivent piloter et optimiser un flux, on en a à peu près 4. Le premier, ça va être la mise à jour de vos produits. Un flux, c'est le miroir de votre site. Donc, à l'instar de votre site, ce flux va être en perpétuelle évolution avec l'arrivée de nouveaux produits dans le flux, des produits qui s'en vont du site, des prix qui peuvent évoluer aussi beaucoup dans le temps avec toutes les promotions qu'on est capable de faire. Et ça fait énormément d'actions qui rendent très, très complexe le contrôle qu'on doit avoir sur son flux et la précision qu'on a besoin d'avoir sur ces éléments-là. Le deuxième, qui est la volumétrie de produits. Un retailer peut avoir plusieurs dizaines de milliers de produits et je minimise beaucoup. Donc là aussi, humainement, c'est impossible, si on est honnête, d'aller dans le détail de chacun des produits pour optimiser les éléments.
Comme l'a cité Margot juste avant, on va avoir besoin de différencier son approche si on vend des machines à laver et des chaussures. Donc là, encore une fois, c'est humainement un vrai challenge dont fait face les équipes et là où l'IA peut être très forte pour arriver à générer du contenu de qualité. Les deux grands éléments, c'est la qualité. Google a des spécificités qui sont propres. Donc là aussi, on a besoin, sur une très grosse volumétrie d'éléments, d'arriver à générer des attributs au bon format, dans la bonne langue, mis aux normes Google. Et ça aussi, c'est un challenge que peut remplir assez facilement l'IA. Dernier élément, c'est le contrôle de qualité. Aujourd'hui, vos équipes vont régulièrement dans le Merchant Center résoudre à la main tous les problèmes qu'on va avoir sur le flux, le fait qu'il manque des images, que les éléments ne soient pas mis au bon format, qu'il y ait des choses qui ne soient pas suffisamment à jour par rapport à votre site. Donc, tout ça, c'est aussi un temps que passent les équipes qui peut être assez facilement soulagé par l'IA. De manière très pragmatique, l'impact direct d'une mauvaise optimisation de son flux, c'est une perte de visibilité qui peut aller jusqu'à la coupure très simple du produit, où Google, lorsqu'il vient scroller votre flux, peut, si les éléments ne sont pas suffisamment qualitatifs, bloquer la diffusion. Également, si on n'a pas fourni suffisamment d'informations précises sur son produit, Google peut mal interpréter ce qu'on essaye de vendre et donc avoir une diffusion qui n'est pas optimale. Aujourd'hui, je vais essayer de faire un vrai focus sur ces éléments de qualité parce qu'on a des solutions qui assez facilement peuvent travailler ces items-là. 3 cas d'usage de l'IA, c'est sa capacité à compléter tous les champs. Et donc, on peut du coup assez facilement rentrer sur des projets où on rajoute de plus en plus d'attributs dans le flux pour essayer d'être le plus exhaustif et le plus complet possible pour Google. Le travail des titres et des descriptions, faire des propositions de contenu, optimiser son affichage. Et enfin, la qualité de l'image. Là aussi, on a des produits qui font partie de la suite Product Studio qui sont capables d'aller optimiser la résolution de l'image, voire même de la modifier. On a identifié 2 solutions. Ce en sont 2 parmi tant d'autres. Elles ont l'avantage de faire partie des solutions que propose Google aujourd'hui et d'être assez facilement mettables en place. Et la grosse force, je l'ai déjà dit, mais de l'IA, c'est aussi sa capacité à aller traiter de la volumétrie et donc de pouvoir envisager toutes ces optimisations qu'on propose sur des flux de plusieurs dizaines de milliers de produits. Premier élément, la complétion des titres. Comme l'a dit Margot, votre flux, il est en très grande majorité chez les annonceurs qu'on accompagne directement le miroir de votre site. Le site, on va l'optimiser pour l'affichage, que ce soit mobile ou desktop, avec des titres courts, un contenu qui va être optimisé pour tel emplacement, mais il n'est pas forcément travaillé pour l'affichage Google Shopping, où on a un exercice qui est assez complexe, où on va essayer de dire beaucoup de choses dans un champ d'expression qui est réduit. Et ce qu'on voit souvent, c'est que, étant donné que les éléments sont travaillés pour votre affichage de site, il ne va pas être optimal pour Google Shopping. Et c'est un challenge là aussi que doivent remplir les équipes aujourd'hui qui travaillent les flux, c'est d'arriver à faire ce switch entre un flux pour le site et un flux Google Shopping. Je vais rentrer plus en profondeur sur la solution qui s'appelle Feedgen. Feedgen, c'est une solution développée par Google et qui est mise à disposition gratuitement. Donc, vous pourrez le retrouver assez facilement sur Internet. C'est une solution qui est open source, qui va utiliser les différents langages d'IA, notamment Vertex, côté Google, qui est supporté directement au sein de votre GCP et qui va automatiquement venir optimiser
le flux que vous avez côté Google Shopping en proposant des nouveaux titres, des nouvelles descriptions et en venant compléter l'ensemble des attributs de manière automatique. 4 étapes. Le paramétrer, donc le lier à votre suite GCP pour pouvoir avoir accès notamment à Vertex et lui donner accès à votre flux Google Shopping, celui que vous utilisez déjà pour vos campagnes shopping qui est dans le Merchant Center. La deuxième étape, ça va être la rédaction d'un prompt. Un prompt, en clair, c'est toutes les guidelines, tout le savoir que vous avez sur vos produits où vous allez pouvoir aiguiller l'IA, c'est-à-dire lui indiquer qu'on souhaite avoir un titre qui commence par la marque, puis après qui parle du type de produit, puis qui met en valeur le prix, etc. etc. Il ne faut pas hésiter à passer énormément de temps sur ce prompt et à être très, très, très précis parce que c'est l'élément clé qui va guider l'IA sur l'étape suivante et qui va faire qu'on a un rendu qui est qualitatif et surtout qui est adapté à votre business. Donc, chaque prompt va devoir être ajusté à chaque annonceur parce que vous avez tous des spécificités qui vous sont propres. Une fois qu'on a fait ce travail de prompt, qui peut demander plusieurs allers-retours, on va laisser l'IA travailler et générer en masse l'intégralité des contenus qu'on lui a demandé de travailler. Alors, dès qu'on parle d'IA et d'automatisation, on a toujours cette peur qui existe de est-ce que ça va être qualitatif? Est-ce que je perds le contrôle sur la production de mon flux? Ce qui est intéressant avec Feedgen, c'est la dernière étape que je souligne ici, c'est le fait d'aller scorer tout ce qui est produit par le niveau de fiabilité qu'estime l'IA par rapport à la guideline que vous aurez donnée dans le prompt. Donc, chaque titre, chaque description sont notés de 0 à 100 si l'IA estime qu'il a produit un contenu qui respecte plus ou moins toutes les guidelines que vous aurez données précédemment. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir observer ce que produit l'IA, relire, modifier si nécessaire, revenir à l'étape 2 pour remodifier son prompt, et ce jusqu'à ce que vous ayez un contenu suffisamment qualitatif. Et lorsqu'on a un annonceur à plusieurs milliers de produits, ça nous permet d'avoir un flag assez rapide, uniquement sur les produits qui ne seraient pas jugés suffisamment haut niveau, et donc potentiellement juste ne pas utiliser le contenu de l'IA. Une fois qu'on est satisfait de ce qui a été produit, la dernière étape est très simple. On a un flux au format spreadsheet qu'on va venir reploguer dans son Merchant Center pour mettre à jour le flux existant. 4 étapes qui peuvent en grande majorité être menées quasiment en autonomie par l'équipe média et l'expert search qui optimise aujourd'hui le flux. Parce qu'on a cette première étape qui va solliciter votre équipe data, qui est honneur de la suite GCP, parce qu'il y a cette étape de connexion. Mais finalement, toutes les autres étapes sont au sein d'un spreadsheet qu'on sait tous utiliser aujourd'hui, avec des prompts qui sont réalisés directement en français ou en anglais. Et après, c'est l'accès au Merchant Center qu'a l'habitude de manipuler l'expert search. Alors, pourquoi on va optimiser son flux? On a des gains qui sont assez immédiats, notamment sur la complétion des champs. Aujourd'hui, lorsqu'on mène des tests, l'IA fonctionne très bien et très efficace sur cette directive-là. On a une baisse du nombre de refus côté Merchant Center parce que les éléments sont correctement remplis et au format exigé. Une amélioration de la pertinence des attributs et donc potentiellement de sa diffusion. Et enfin, un vrai gain de temps, là où les équipes pouvaient une à une venir corriger les fiches produits. Là, on a l'IA qui vient augmenter votre équipe et arriver à faire ces optimisations-là en masse. C'est un projet qu'on a pu mener chez certains des annonceurs qu'on accompagne et on a très logiquement finalement des gains qui sont assez positifs lorsqu'on améliore l'affichage. Ça fait des taux de clics qui sont améliorés à plus de 15% aujourd'hui et in fine une diffusion qui est plus qualitative, donc un retour sur investissement qui est direct. On a un use case qui montre une amélioration à plus de 10%. Notre deuxième challenge, la qualité de l'image.
Aujourd'hui, on a des études qui montrent que les internautes préfèrent une image qui est plutôt lifestyle qu'une image sur fond blanc. Lorsqu'on fait des recherches dans le moteur, on voit souvent le produit mis en transparence sur un fond blanc, là où naturellement, dès qu'on met plus de couleurs, qu'on le recontextualise, on a plus de facilité à se projeter et on sort du lot également parmi tous ces produits très blancs qu'on a dans les résultats de recherche. Je rappelle juste, on se parle beaucoup de shopping, on se parle beaucoup de flux, mais shopping, ce flux, il ne sert pas uniquement au format qui est dans le moteur de recherche, il sert aussi à vos campagnes Performance Max, donc à tous les réseaux de diffusion sur lesquels diffuse Performance Max, notamment le réseau display ou encore côté YouTube. Cette image qu'on met à disposition dans le flux est réutilisée dans l'ensemble de ces affichages, d'où l'intérêt qu'elle soit la plus visuelle et qualitative possible. Je vous parlais d'IA. Aujourd'hui, la suite Product Studio met en lumière la fonctionnalité qui s'appelle ImageGen, qui va vous permettre automatiquement d'améliorer la qualité des images. Plusieurs cas concrets, amélioration de la résolution. On a une image qui peut être un peu floue, on va arriver à avoir des images qui sont très nettes. On va aussi arriver à détourer les images si le fond qu'on avait originel n'était pas suffisamment qualitatif. Et la dernière étape, ça va être la génération de scènes. Ça peut être des arrière-plans, de la remise en contextualisation, comme avoir des chaussures qui se mettent à être portées par un être humain, etc. Avant de rentrer dans des projets qui peuvent être assez complexes, dès qu'on se parle de suite, d'IA, ça demande quand même des ressources techniques qui ne sont pas neutres. Je voulais aussi rappeler que Google a mis à disposition cette fonctionnalité dans Merchant Center Next. Alors aujourd'hui, ça va vous donner un premier aperçu de la puissance de l'IA sur ce type d'optimisation. Malheureusement, dans le Merchant Center, on est encore à de l'optimisation assez manuelle, fiche produit par fiche produit, mais ça peut aussi être un premier pied dans l'optimisation de ces images pour pouvoir faire des tests sur un périmètre assez restreint. Alors, une fois qu'on a un flux qui est optimisé, qu'on a pu mettre toutes les ressources en place pour avoir quelque chose de le plus qualitatif possible, la clé reste quand même de mesurer si on va dans le bon sens et s'il y a un vrai impact de l'ensemble de ces optimisations. Je vais détailler 2 méthodes d'analyse qui sont pour nous clés. C'est l'étude Causal Impact et la fonctionnalité qui s'appelle FeedX, qui va nous permettre de faire de l'A/B test. Premier élément à avoir en tête, aujourd'hui dans Google Ads, on n'a pas de fonctionnalité native nous permettant de faire de l'A/B test de flux. On a notamment la fonctionnalité Draft and Experiment qui vous permet de faire des tests de type de campagne, d'annonces, d'audience, tout ce qu'on peut avoir au sein des campagnes, mais pas malheureusement sur votre flux en lui-même. Donc, on est obligé de se tourner vers des solutions de mesure qui sont tout de suite beaucoup plus avancées, plus complexes. Et j'en cite 2 qui sont pour moi les 2 plus pertinentes. Ça va être le pré-post-test, donc le Causal Impact, et la fonctionnalité FeedX qui va nous permettre d'avoir un détour technique pour faire in fine un A/B test. Il y en a 2. Dans ces 2-là, lesquels choisir, ça va dépendre notamment de la volumétrie de son flux. Je reviendrai précisément sur qu'est-ce que Causal Impact, qu'est-ce que FeedX, mais c'est surtout la barrière à l'entrée qu'on a avec FeedX, d'avoir un minimum de 1000 produits au sein de son flux et minimum 1000 produits sur lesquels on fait un test pour pouvoir activer cette fonctionnalité-là. Il y a aussi la fiabilité de l'insight. Causal Impact, on est sur de la modélisation de vos performances et donc sur une estimation de l'impact de la modification. Donc, on a un insight qui va vous permettre de donner une tendance, une direction, si vous allez dans la bonne direction ou non. Mais on a régulièrement, lorsqu'on mène ce type d'études, des niveaux de fiabilité qui peuvent être assez moyens.
ça n'empêche pas de mener ces études parce que ça, encore une fois, ça vous donne un indice si vous allez dans la bonne direction ou non. Physics, on se parle d'un A/B test. Donc là, on est sur un environnement qui vous donne un insight extrêmement fiable. Alors, Causal Impact, qu'est-ce que c'est concrètement? Causal Impact, c'est une méthode d'analyse qui va nous permettre de modéliser ce qui se serait passé si on n'avait pas mené d'optimisation. Donc, je l'illustre dans le graphique que vous voyez ici. On va reprendre tout l'historique de votre campagne. Plus on a une donnée d'historique qui est longue, plus on arrive à faire des modélisations qui sont fiables. Et en fonction des évolutions qu'on observe, on arrive à recréer la courbe qui aurait dû avoir si on n'avait pas fait de modification. Et c'est l'écart entre cette courbe modélisée et la courbe réelle que vous observez qu'on appelle l'incrément, et donc l'apport du test et des optimisations. On se parle de modélisation, donc tout de suite on part dans des méthodes mathématiques qui peuvent paraître assez complexes. Là aussi, Google a fait un pas vers nous pour faciliter la réalisation de ce type d'études en mettant à disposition un outil qui s'appelle Cosmos. C'est une plateforme qui est déjà toute packagée. Alors, on peut tout de suite se dire, Google, est-ce que ce n'est pas un peu black box ou autre? Ce n'est pas le cas. Là, pour une fois, Google nous donne entièrement de la visibilité sur les algorithmes qui sont utilisés. Et là aussi, vous pourrez aller lire toute la méthodologie et tout ce qu'il y a derrière Cosmos. Concrètement, c'est très simple. Il n'y a pas besoin de compétences mathématiques très poussées pour mener ce type d'études parce qu'on va faire l'upload directement dans l'outil des performances de sa campagne. On va venir lui indiquer à quelle date on a opéré les modifications et on va lui dire réalise l'analyse de telle date à telle date. À partir de là, c'est l'outil qui travaille. En sortie, je vous ai mis 2 exemples. Il va nous donner ce tableau de lecture des résultats. Déjà, il va réussir à flaguer si on a suffisamment de données pour mener l'étude ou s'il estime qu'il faut attendre davantage de temps ou si la data qu'on a uploadée n'est pas suffisamment qualitative. Donc, vous avez quand même l'alerte de la solidité de l'étude. Et il va venir mesurer l'incrément de performance, donc si on est à plus 10, plus 15, plus 30% de performance. Pour vérifier que l'étude est correctement menée, il nous met également à disposition les graphes que vous voyez juste en dessous, où on a la modélisation de la courbe qu'il a réalisée versus la courbe réelle des performances de campagne. Alors ici, je présente Causal Impact au prisme test de flux shopping, mais ça reste une méthode d'étude qui est valable, peu importe ce qu'on cherche à étudier, peu importe la plateforme. Donc c'est là aussi où pour nous, c'est une méthode qui est assez agnostique parce qu'on sort de la plateforme Google qui est mesurée par un outil Google. Là, on se mesure par un tiers de confiance. Le gros avantage de Causal Impact également, c'est la rétroactivité. On va venir mener cette étude après que le test ait été mené. Donc, on peut tout à fait revenir sur des optimisations que vous auriez pu mener bien avant dans l'année. C'est une méthode qu'on utilise pour plein de projets. On a des use cases de pilotage de la valeur, de changement de ciblage sur une campagne, de mesure de l'impact des visites en magasin ou encore de mesure de l'incrément lorsqu'on partage dans ces campagnes de la donnée first party, par exemple. Et je vais terminer avec la solution FeedX. Donc, comme je vous disais, FeedX, ça va être le protocole qui va nous permettre, in fine, de réaliser un A/B test de campagne où, via l'outil, il va venir séparer votre flux produit en deux listes équivalentes. D'un côté, les produits sur lesquels vous allez modifier tous les éléments à être le plus optimisé possible, et de l'autre,
des produits que vous n'aurez pas optimisés. Et donc, on va venir comparer très simplement les changements de performance entre les deux. Là aussi, Fidix, c'est une solution qui a été développée par Google. Là aussi, on a une totale transparence sur qu'est-ce qu'il y a derrière, quels sont les algorithmes, quel est le paramétrage de l'outil. Donc, on reste sur un environnement qui, même si c'est développé par Google, qui est complètement transparent. 3 grandes étapes. La première, la création de ce groupe contrôle et du groupe test, où on va uploader toutes les performances de ces campagnes, de ces produits Google Shopping sur une période de temps. L'algorithme va venir comparer tous les produits et générer 2 groupes similaires et comparables. Une fois qu'on a flagué ces 2 groupes, on va venir les labelliser pour que, une fois qu'on les réinjecte dans votre Merchant Center, vous pouvez directement dans Google Ads setuper une campagne avec les produits optimisés et une campagne avec des produits qui ne sont pas optimisés. Ça fonctionne pour Google Shopping, ça fonctionne pour PMax, c'est exactement le même fonctionnement. On va laisser 3 à 4 semaines, ça dépend du volume de conversion qu'il y a sur votre site internet ou le volume de data sur le KPI qu'on va chercher à étudier. Et enfin, on va revenir en fin de test, mesurer l'incrément de performance liée à l'optimisation. C'était tout pour moi. Donc, on a pu voir tout l'avantage d'aller optimiser l'intégralité de son flux via l'IA. On a vu aussi quelques méthodes sur lesquelles on va pouvoir se reposer pour mesurer l'impact de ce type de projet. J'espère que ça a été suffisamment clair. En tout cas, on est à disposition pour répondre à toutes vos questions dans le chat. N'hésitez pas, c'est le moment. Alors, effectivement, ça, c'est dans les attributs que j'ai pu citer en début de présentation, le Product Detail et le Product Highlight, qui peuvent être un peu similaires. Le Product Detail, ça va vraiment être une description des caractéristiques techniques du produit. Donc, si on reprend l'exemple de la machine à laver, ça va être la capacité, la classe énergétique, etc. Là où le product highlight, ça va vraiment beaucoup plus être un argument marketing. Par exemple, sur une paire de chaussures, cette paire de baskets va être idéale pour la course à pied dans un parc, par exemple. C'est vraiment les caractéristiques un peu plus marketing dans le product highlight, là où le product detail, c'est les caractéristiques techniques. C'est des études. Ah, pardon, juste pour relire la question, mais donc la durée d'une étude causal impact, c'est des études qui vont assez vite. Nous, sur ce type de projet, c'est des projets qu'on mène en 1 ou 2 semaines. L'étude en elle-même va vite. Après, ça dépend de la durée du test en lui-même, où il faut laisser passer quand même au moins 4 semaines après la modification pour qu'on ait suffisamment de données à analyser. Et alors, pour la question de Chloé sur les benchmarks des différentes solutions, effectivement, il y a énormément de solutions qui existent sur le marché. Il y en a qui se lancent très régulièrement. Il y a beaucoup de solutions qui existent. On n'a pas encore fait de benchmark parce qu'il y en a tellement qu'on n'a pas pu tous les tester. Mais ce qui est important, c'est que chaque solution a un peu ses caractéristiques. Et donc, ce qu'il faut s'assurer, c'est que en fonction de vos cas d'usage, les types d'optimisation dont vous avez besoin, de vérifier que les solutions qui existent correspondent à tous vos cas d'usage. Et ça, si besoin, enfin, on n'a pas encore vraiment de benchmark, mais on a déjà travaillé avec quelques-unes de ces solutions. Donc, si vous avez des questions un petit peu plus précises, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. On vous enverra de toute façon par mail
On vous enverra la présentation par mail, donc n'hésitez pas à nous répondre avec vos questions un peu plus précises. Le premier élément de réponse sur pourquoi on a poussé ces deux solutions-là par rapport aux autres, ça va déjà être leur coût. Là où vous allez souscrire auprès d'un tiers pour optimiser votre flux, là, ce qu'on est en train de se dire, c'est que vous pouvez l'internaliser assez simplement avec des solutions qui sont déjà packagées et surtout qui sont simples derrière pour vos équipes à manipuler et qui vont pouvoir redevenir honneur de l'optimisation des produits. Alors, peut-on utiliser l'outil Feedgen lorsque nous passons par Lengo pour l'importer dans notre flux vers Merchant Center? Oui, très simplement parce que Feedgen reste au format spreadsheet. Donc, après le pont que vous faites entre ce spreadsheet et Merchant Center, là, c'est en fonction de l'architecture que vous préférez. On peut faire le détour par Lengo comme on peut être en direct dans le Merchant Center. Alors, je ne sais pas si c'est une question, Séverine, mais effectivement, c'est une idée qu'on avait beaucoup dans le temps où pendant longtemps, Google avait promu un produit sur un fond blanc. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même un changement et où Google devient plus permissif dans son affichage, où on va pouvoir être un peu plus créatif aussi. Voilà, et quand on parle de produits lifestyle, on parle aussi de produits portés. Il y a déjà une très grande différence entre le produit simple en photo et le produit porté, et c'est les produits portés qui fonctionnent mieux en général. Après, ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir 4, 5, 6 images différentes dans son flux, et donc tous les indiquer, des produits lifestyle et des produits un peu simples ou portés, et tester plusieurs images et indiquer plusieurs images. Pour éviter que Google fasse des modifications de format sur le produit, on doit fournir une image carrée, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est ça et les specs restent les mêmes specs. On pourra vous les repartager, mais ils sont disponibles sur le support Google. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos questions. Merci d'être restés jusqu'au bout. Nous, on reste à disposition avec Margot pour répondre à toutes vos questions s'il y en a d'autres qui émergent dans le temps et pour rentrer aussi plus en profondeur si vous souhaitez qu'on passe peut-être un moment ensemble pour rentrer davantage sur certaines choses qu'on a présentées juste ici. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci à tous. Bonne journée.